Mes chers amis, d'abord merci d'être là. Vous savez qu'il y a des lieux où souffle l'esprit et des colloques sur lesquels souffle la tempête. Nous sommes dans le deuxième cas, j'espère que nous arriverons à être dans le premier. Normalement, j'avais prévu de vous faire un très joli petit discours parce que le thème de notre colloque, qui est particulièrement complexe et qui reflète notre réalité quotidienne, s'y prêtait. Et donc, j'avais décidé, puisqu'il s'agissait quand même d'ajustement des politiques publiques et de polyhandicap, j'avais pensé vous faire un joli petit discours sur la France, pays de la haute couture, de la broderie, de l'ajustement. Malheureusement, je crois que je ne peux pas échapper à la réalité du moment. Et donc, la réalité du moment, si on reprend le thème réel de ce colloque, vous le connaissez, l'accompagnement spécifique du polyhandicap revisité, à l'aune des évolutions politiques, professionnelles et sociétales. Si je vous dis les évolutions politiques, professionnelles et sociétales, évidemment, vous allez comprendre tout de suite que je fais allusion à la redoutable hémorragie de professionnels qui frappe nos établissements, qui entrave la qualité de l'accompagnement de nos enfants et de nos amis polyhandicapés et qui entrave simplement leur vie tout court. Et justement, il se trouve que la première victime aujourd'hui, c'est notre vice-président délégué, Jean-Yves Quilien, directeur de la plateforme Polyhandicap de Clairefontaine. Il était prévu, on avait mis ça très au point, comme vous pouvez vous imaginer, et donc il y avait un moment où je disais « et je passe la parole », etc. Il enchaînait, sauf que Jean-Yves Quilien, qui est un homme de devoir, c'est le moins qu'on puisse dire, est resté ce matin la mort dans l'âme à Clairefontaine, parce que il a eu un souci avec le dernier professionnel qui restait dans une des équipes. Et du coup, il n'y avait plus que des vacataires. Nous parlons de personnes polyhandicapées, donc la mort dans l'âme, je le dis. La mort dans l'âme, il a décidé de rester à Clairefontaine et de ne pas être avec nous aujourd'hui. Il interviendra, il était prévu qu'il intervienne cet après-midi, il interviendra de toute façon en visio. Ce que je veux vous dire, c'est que il m'a envoyé un mail, il a envoyé à tous les administrateurs d'ailleurs, un mail pour dire son désarroi et sa colère surtout. Je pense que c'est important de le partager, on en a parlé hier, et donc je vais permettre de vous le lire au lieu de ce petit discours fleuri que je vous avais préparé. Chers amis, je vous prie de m'excuser de ne pouvoir être présent aujourd'hui au colloque du GPS. Je suis retenu dans mon établissement par une situation de crise induite par le manque de personnel, comme tant d'autres établissements qui accueillent des personnes handicapées. La situation s'aggrave jour après jour du fait que nous n'arrivons plus à remplacer les absences que j'aurais qualifiées auparavant d'ordinaires, arrêt maladie, congé maternité, garde d'enfants, qui sont habituellement le quotidien de la gestion d'un établissement médico-social. Aujourd'hui, nous n'avons pratiquement plus de candidatures, y compris pour des CDI, et quand nous en avons 9 fois sur 10, le salaire proposé est insuffisant pour retenir le candidat. Le remplacement par des intérimaires s'avère être un cercle vicieux. En effet, ça demande un effort supplémentaire pour accueillir et former sans cesse de nouveaux professionnels. C'est une source de démotivation et d'épuisement pour les salariés permanents. C'est une source de maltraitance grave pour les personnes accueillies qui ont besoin de repères et de temps pour rentrer en relation et faire confiance. Les conséquences en sont une flambée des troubles du comportement,
une augmentation du nombre de crises d'épilepsie, une perte des acquisitions, et nous craignons à chaque instant la survenue d'un événement grave. Hier, pour la deuxième fois depuis la semaine dernière, du fait du manque de personnel en internat, j'ai dû appeler des parents pour leur demander s'ils voulaient bien venir chercher leur enfant pour la nuit. Un papa m'a rappelé, en pleurs, pour me dire qu'il était épuisé et que ça le mettait dans une immense difficulté, et m'a demandé ce qu'il pouvait faire pour nous aider. Je lui ai expliqué que cette situation est due à la gestion catastrophique et totalement injuste du Ségur de la santé par le gouvernement, qui a laissé le secteur du handicap de côté et que nous étions totalement démunis face aux difficultés de recrutement qui en découlaient. Je lui ai dit que je rêvais d'une journée de mobilisation massive et commune des salariés, des familles et des associations pour défendre ensemble ceux qui nous sont confiés et qui ne pourront jamais manifester sans nous leur détresse devant tant d'injustice. Je lui ai dit que je rêvais d'un engagement total du gouvernement auprès des personnes handicapées pour donner à chacun selon ses besoins et financer les réponses qui offriront une vie digne, respectueuse de leur humanité et de leur citoyenneté. Sur un sentier raide et pierreux, un homme rencontre une petite fille qui porte sur le dos son jeune frère. « Mon enfant, lui dit-il, tu portes un lourd fardeau ?» Elle le regarde et lui dit « Ça n'est pas un fardeau, monsieur, c'est mon frère. » Donc, je salue Jean-Yves, qui nous manque beaucoup et qui nous suit à distance, du moins je l'espère. Donc, je vais leur essayer de le remplacer pour l'animation et la modération de cette matinée. Ça se fait un peu, passez-moi l'expression, mais ça se fait un peu à l'arrache. Et donc, je vous demande bien pardon des erreurs que je vais forcément connaître, mais au moins ça va vous distraire. Donc, ce sera une bonne chose. Nous allons commencer, nous faisons toujours ça au GPS. Nous aimons bien réfléchir sur les thèmes que nous proposons et réfléchir tous ensemble. Vous savez que c'est le but du GPF pour le meilleur accompagnement, la meilleure représentation et la meilleure défense des personnes polyhandicapées, de faire travailler tout le monde ensemble, parents, professionnels, du médico-social comme médecins. Et donc, nous allons réfléchir tous ensemble. Et d'abord, je vais vous proposer un petit film dont je vais vous dire un mot. C'est un extrait d'un vrai film d'un peu plus d'une heure. Il s'appelle « Des ados pas comme il faut ». Il a été tourné par un jeune réalisateur qui avait déjà travaillé auprès d'enfants polyhandicapés. C'est un film, allez, je n'hésite pas, c'est un film magnifique en ce qu'il met en scène la réalité des enfants polyhandicapés, de leurs familles et de leurs accompagnants professionnels comme familiaux. C'est un film que nous avions commencé à faire tourner dans des réunions de débat dans la France entière. Nous avions fait en tout cas une projection très passionnante à Rennes. Nous avions fait des projections à Paris. Ça a beaucoup intéressé et les professionnels et les parents pour des raisons que vous comprendrez aisément. On a été malheureusement tenu pendant 1 an et demi d'arrêter ces projections de débat. Sachez que le film existe. Sachez qu'il suffit juste de nous dire, eh ben moi je veux bien organiser une projection débat, ça a été fait comme ça par Catherine Derouette en Bretagne. Et voilà, charge à vous de trouver le public si vous voulez le faire. Le film est bien sûr à votre disposition. Donc nous allons, si la technique veut bien relayer, nous allons vous projeter ces extraits de films, 6 ou 7 minutes,
Le thème étant de qui parlons-nous? On les appelle les éternels enfants et on ne leur donne pas d'âge. Pourtant, ici, aux Chrysalides, on ne les considère plus comme des enfants. On les prépare à l'âge adulte et on les regarde comme des adolescents. Pour nous, les normaux, cela semble inconcevable. Et si l'adolescence que nous vivons tous existait aussi pour eux, à leur manière, à leur rythme? Et si, saisis dans cette adolescence, ces vies silencieuses avaient quelque chose de fondamental à nous dire? Kevin a 24 ans. Il n'est pas né polyhandicapé, mais les raisons de son état demeurent obscures. Enfoui dans cette fichue prison qu'est son corps, il ne peut pas aller vers l'autre. Mais qui nous dit qu'il ne ressent pas le regard que nous lui portons? Rien à voir. Alors que elle est là, c'est mieux. Et hier, ça fait du social. On peut le mettre parce qu'il fait plus près, genre. C'est plus pour moi de donner des trucs, ça décrit là. Oui, s'il te plaît. Je pense qu'on se voit. Lève la tête, Kébé. C'est avec on lève la tête. Ça fait combien d'années que tu n'as pas été en position ouais. Ça fait combien de temps que tu n'as pas été debout, Kevin? C'est bien. On va s'expliquer. Dors pas. Allez, Kevin, ouvre les yeux. Il y a du cap sur le plan du corps. C'est une maladie évolutive aussi longtemps qu'on grandit, puis après aussi longtemps qu'on vieillit. Ça, comme les autres, ils s'enraidissent, ils se déforment. Alors on parle de vieillissement précoce. Alors, on est content, on a trouvé un diagnostic de plus. Non, c'est vrai que d'être immobile toute sa vie, c'est que les drames du grand âge qui nous arrivent qu'à 80 ans, chez eux à 45. Le vieillissement précoce, c'est vrai pour leur corps, mais pas pour leur esprit, pas pour leur cœur. Ça m'a coupé. C'est joli. Ouais. On va à la maison? Oui. Allez, go! Oh, bah oui, attention. C'est coquelicot. Rouge. Hop. On va tourner là-haut, à droite. Madame. Manon a 21 ans et elle est fille unique. Sa maison est à 2 pas des Chrysalides, une chance exceptionnelle et très rare. Cela ne l'empêche pas de dormir au centre 2 nuits par semaine. Un oiseau dans le bois. Est-ce que tu veux une petite musique? Non, d'accord. Tu veux? Oh. Écoute. Écoute bien.
Tant qu'elle est 3 mois, on a pensé avoir une petite fille en bonne santé. C'est un choc parce qu'au début, on se dit, il se trompe. C'est pas possible. Et puis après, de fil en aiguille, vous voyez des gens, des spécialistes, on vous donne des résultats d'examen et puis vous avancez, mais personne n'est en capacité de nous dire, elle fera pas de 4 pattes, elle tiendra pas assise, tout ça, on vous l'annonce pas parce qu'en fin de compte, les gens savent pas. On sait qu'il y a une lésion et qu'il aura des conséquences. Donc, après, plus le temps avance, moins vous voyez que les choses évoluent dans le bon sens. Pour nous, maintenant, elle est pas malheureuse d'être comme ça. Elle est différente et je pense qu'elle n'en souffre pas psychiquement. Ça ne peut pas se comparer à un enfant en bonne santé. Donc, c'est un petit peu nous ce qui nous permet aussi d'avancer, de nous dire, voilà, tout ce qu'on lui apporte, pour elle, c'est normal, c'est sa joie. Elle nous le renvoie avec sa joie de vivre. Elle n'a rien demandé à personne, nous non plus, c'est la vie comme ça. Et je pense qu'elle a sa part parmi nous. Voilà, notre objectif maintenant, c'est qu'elle soit heureuse, que nous, on soit bien dans notre couple, dans notre famille. On profite de chaque instant et son sourire nous le rend bien. Je crois qu'il va taper à la porte. Écoute bien. Tu devrais te casser. On va dire, et où ma petite fille? Il peut dire, maman. Écoute. Oh, le voilà. Tu sens Ce que disaient les parents, notre enfant est porteur de polyhandicap, c'est comme si nous-mêmes, famille, nous étions polyhandicapés. Beaucoup de parents m'ont dit que l'enfant handicapé, polyhandicapé, puisque c'est deux que c'était toi, leur avait ouvert l'esprit à des éléments de la vie, à des valeurs, à côté desquels il serait passé sans ça, puisque ce que j'ai retenu, c'est celui qui m'a dit, moi, mon gamin, il m'a empêché de ne penser que métro, boulot, dodo. Et si les personnes polyhandicapées nous empêchaient d'avoir un rapport machinal au monde pour nous offrir l'opportunité de nous y arrêter?